Comment allez-vous? Tant mieux. Alors d'abord, je voudrais remercier deux personnes importantes, très discrètes, des personnes grâce auxquelles la technologie fonctionne lors des conférences. Et l'école de français, ainsi, peut garder une trace et peut placer la vidéo de la conférence sur notre site web pour les personnes qui ne peuvent pas assister aux conférences. Il s'agit bien sûr d'Utam Teredor en ce qui concerne la technologie et d'Isabelle Caron en ce qui concerne Merci infiniment à vous deux pour tout le travail que vous faites. Je suis honorée de vous présenter Estelle Kokan-Magne. Je l'ai dit correctement? Merci. Ce soir. Estelle est une anthropologue camerounaise. Après ses études en sciences sociales à la faculté de sciences sociales et de gestion à l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé, au Cameroun, elle a étudié à l'Université d'Aix-Marseille 1, où elle a obtenu un doctorat en anthropologie sociale. Sa thèse s'intitule « Santé et religion dans l'extrême nord du Cameroun ». Elle est professeure titulaire à l'Université catholique d'Afrique centrale. Elle est chef de département adjoint de socio-anthropologie. Elle a dirigé des projets de recherche sur la santé, le genre, les religions et le politique. Elle a dirigé des projets de recherche sur la santé, le genre, les religions et le politique aussi. Oh, je viens de répéter la même phrase, excusez-moi. De nouveau, comme j'ai dit à mes étudiants ce matin, les profs, les directrices sont faillibles. Nous sommes humains, humaines, et nous faisons des erreurs. Excusez-moi, excuse-moi. Elle est personne ressource du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique pour l'Institut sur le genre et l'Institut de la gouvernance démocratique. Elle est membre du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique. Ses domaines de recherche sont, vous l'avez deviné, la santé, le genre, le politique, l'alimentation, les religions. Estelle est une chercheuse prolifique. Voici quelques-unes de ses dernières publications, à savoir un livre de 2021 intitulé « L'engagement civique des femmes au sein des forces de sécurité au Cameroun ». Ce livre a été publié à Dakar. Elle a aussi rédigé 2 articles, tous les 2 publiés en 2020. Le premier s'intitule « La nourriture de la marmite ». Ça va avec ça. Le deuxième est « Défi des ruptures d'approvisionnement en j'ai oublié le début, pardon Estelle, d'approvisionnement en antirétroviraux dans les structures de soins au Cameroun ». J'ai oublié la première partie. Ça va. Ça va? Je l'ai enlevé, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais cet après-midi c'est un peu compliqué. Donc voilà. J'ai eu le plaisir, maintenant pour la touche personnelle, de rencontrer Estelle pour la première fois à l'Université catholique d'Afrique centrale, lorsque nous, collègues de Middlebury à l'année, et moi-même, prospections pour établir un nouveau programme d'études en Afrique subsaharienne. Et j'ai revu Estelle lors de mon second voyage au Cameroun, au mois de mai. Il faisait très 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 chaud, plus chaud qu'aujourd'hui, d'accord? Et cette fois, c'était pour visiter notre nouveau programme d'études à Yaoundé. Et nos étudiants de Middlebury à l'année, quand ils décident d'aller étudier à Yaoundé, ils étudient à l'université catholique. N'est-ce pas, Estelle? Oui. Ouais. Estelle vient à Middlebury depuis plusieurs années. Il y a de cela quelques années, elle est venue donner une conférence en anglais à un colloque sur les études globales et internationales qui avait lieu au centre Roehampton. Et elle a déjà enseigné un cours d'anthropologie en anglais pendant le mois de janvier, au moins 3 fois, durant notre session intensive. Et durant cette session du mois de janvier, elle a donné à chaque fois une conférence en anglais. Pour moi, qui, au bout de 35 ans, et je vis en Nouvelle-Angleterre depuis 35 ans, pour moi qui suis fatiguée des hivers rigoureux de la Nouvelle-Angleterre, c'est encore un mystère qu'Estelle accepte de venir 4 semaines en janvier, alors qu'il fait parfois moins 20 degrés Celsius. Et c'est un mystère qu'elle aille faire de la randonnée avec Alice Anton en plein mois de janvier, et Alice est enseignante dans le programme de cette semaine.
Moi, je n'y vais pas. D'ailleurs, je ne suis plus là en janvier, donc voilà. Estelle garde toujours le sourire. Merci Estelle. Et je suis pleine d'admiration à chaque fois que je la retrouve en plein cœur de l'hiver. Dernière chose sur Estelle, mais pas la moins importante. Comme deux autres collègues de l'été, Estelle enseigne un cours d'anthropologie. Eux, ils enseignent d'autres choses, mais elle enseigne dans nos deux programmes. Elle enseigne un cours dans le programme de 7 semaines et un cours dans le programme de 6 semaines. Ce qui montre encore une fois sa flexibilité. Ce soir, la conférence d'Estelle s'intitule « Beignets, haricots, bouillis, itinéraire d'un petit déjeuner camerounais ». Titre qui, j'en suis sûre, nous intrigue toutes et tous. Estelle, à toi la parole. Merci beaucoup Armelle pour cette présentation et qui me permet justement de parler du sujet que je souhaite partager avec vous ce soir. Beignets, haricots, bouillis. Alors, c'est une formulation très camerounaise, c'est une formulation que l'on voit surtout au Cameroun, parce que j'ai essayé de faire des recherches pour voir un peu est-ce qu'il y avait ailleurs, dans d'autres villes africaines, ce type de plat, ce type de présentation. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on proposait des beignets, ça pouvait être des beignets de haricots, des beignets de farine, mais qu'il n'y avait pas cette combinaison-là. Alors aujourd'hui, ce que je veux montrer à travers ce plat, à travers ce petit déjeuner camerounais, c'est comment est-ce que les savoirs, notamment les savoirs culinaires, informent de notre rapport à l'autre et montrent les capacités que les sociétés ont à se réinventer. Et notamment à se réinventer dans le contexte urbain, dans le contexte de la ville. Parce que le beignet haricot bouilli, c'est une nourriture de la ville. C'est une nourriture qui naît dans les villes. Alors, des petites recherches orales que j'ai faites, les personnes que j'ai rencontrées, c'était des personnes qui étaient nées dans les années 1950 et la plupart, dans leurs souvenirs, parlent de leur enfance dans les collèges et lycées et du fait qu'à cette époque-là déjà, il y avait le beignet haricot bouilli. Mais l'une des particularités de ces personnes-là, c'est qu'elles faisaient leurs études dans la ville. Donc, le beignet haricot bouilli, c'est une nourriture de la ville, c'est une alimentation citadine. Et cette alimentation citadine peut être considérée aujourd'hui comme un patrimoine alimentaire au Cameroun. Parce que c'est un plat dans lequel tout le monde se reconnaît. Il a commencé dans la ville. Maintenant, si vous allez dans les villages, vous verrez des beignets haricots bouillis, mais c'est d'abord quelque chose qui est né en ville. Et dans la présentation, je vais présenter le Cameroun, l'objectif de ce travail, et je vais présenter le Cameroun dans sa diversité agroécologique, notamment le fait que ce soit un pays que l'on présente comme le Cameroun en miniature. Donc c'est un pays où on a à la fois la forêt, la savane, et Armelle a dit dans la présentation de son séjour à Yaoundé. Donc Yaoundé, c'est une ville qui est dans la partie équatoriale du Cameroun. Donc il fait chaud et humide. Donc une personne qui n'est pas habituée va ressentir la chaleur de façon particulière. Donc il fait chaud et humide. Donc cette partie-là du Cameroun, c'est une partie forestière, luxuriante et très riche en termes d'offres, de plats, d'alimentation. Et il y a une autre partie du Cameroun qui est l'endroit où j'ai fait ma thèse, qui est beaucoup plus sahélienne.
Alors cette partie, on peut parler de Marois. Donc c'est dans cette partie-là que j'ai fait ma thèse. Et cette partie du Cameroun est sahélienne. Donc c'est un peu comme à Dakar ou à Bamako, où on a juste 3 mois de saison de pluie, 3 à 4 mois de saison de pluie, et toute l'année est sèche. Et il y a justement au Cameroun, le Cameroun se présente d'un point de vue politique comme un pays de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, c'est-à-dire la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc du point de vue politique, le Cameroun se positionne comme un pays de l'Afrique centrale, même si, du point de vue géographique, si vous lisez des livres sur le Cameroun, vous allez voir parfois écrit « pays de l'Afrique de l'Ouest ». Parce qu'on est proche du Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et on est sur la côte ouest atlantique. Donc, d'un point de vue stratégique, le Cameroun se présente ainsi parce que il est entouré du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine, et il a un port d'entrée justement qui dessert ces deux pays-là, le Tchad et la République centrafricaine. Donc, du point de vue politique et géostratégique, c'est comme ça qu'il se définit. Alors, la population du Cameroun est estimée à plus de 27 millions d'habitants, et plus de la moitié de cette population vit dans les villes. Et comme je l'ai dit à l'introduction, la ville est le creuset de nouvelles cultures, y compris des nouvelles façons de se nourrir et des nouvelles cultures alimentaires. Alors, pour en revenir à cette Afrique en miniature, on compte près de 250 ethnies au Cameroun, divisées en 3 grands groupes. On a les Bantous, qui sont dans la zone forestière. On a les semi-Bantous, qui sont à l'intérieur du pays, les Bamileke, les Bamoun, les Tikar. Et puis on a les Soudanais, qui sont dans la partie nord du Cameroun, donc à partir de l'endroit où vous voyez Fulbe, Bororo, Boum, toute cette partie-là est soudanaise. Et il y a aussi une diversité que l'on peut voir au niveau de l'environnement, qu'il s'agisse de l'environnement physique ou même qu'il s'agisse des différentes sortes d'architecture que l'on peut avoir lorsqu'on va au Cameroun. Et on voit aussi une forme de pluralité au niveau culturel, au niveau des habillements, au niveau des productions de ce pays-là. Alors cette zone, cette diversité de l'environnement va avoir une conséquence sur l'agroécologie parce qu'il y a des endroits où certains plants vont pousser et il y a des endroits où on ne les verra pas. Donc dans le cas du beignet haricot bouilli, on sait par exemple l'endroit d'où proviennent la grande majorité de stocks de haricots qui sont utilisés pour la transformation et pour la vente dans les marchés. Alors là, on va voir quelques images de cette diversité alimentaire du pays. Donc ce n'est qu'un échantillon. Et je ne sais pas qui m'a demandé ici quel était le plat national du Cameroun. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Parce qu'il y en a plusieurs en fait. C'est-à-dire que si vous allez au Sénégal, on va par exemple vous dire le tchèboudjen. C'est le plat national. Donc il y a des endroits, quand vous allez, on vous dit voilà notre plat national. Mais pour moi, une Camerounaise, je peux plus parler peut-être des plats qui sont plus populaires, mais pas forcément de plats nationaux. Et s'il fallait parler de plats national, peut-être ce serait le beignet haricot bouilli finalement. Parce que les différents plats que vous voyez ici ont une origine. On a le ndolé qui est d'origine côtière. On a le taro à la sauce jaune qui vient de l'ouest du pays, qui est plutôt bamileke. On a le ndomba de silure. Et vous voyez que je dis le ndomba de silure, j'aurais pu le dire les silures cuites à l'étouffée. Mais au Cameroun, il y a ce mélange de la langue locale et du français, et on va dire le ndomba de silure, qui vient plutôt de la région forestière. Et puis, on a les sols braisés,
qui viennent de la partie côtière aussi. Et donc, il y a une vraie diversité culinaire. On a le mets de pistache que l'on retrouve un peu partout, mais qui vient de l'ouest du pays. On a des chenilles qui sont des chenilles qui viennent de la forêt, qui sont aussi cuites et consommées. Et là, vous avez une autre variante d'une dolette. Et cette diversité, justement, s'observe au quotidien. Et le 20 mai, qui est le jour de la fête nationale du pays, on voit parfois défiler dans les réseaux sociaux tous ces différents plats, où on voit aussi le drapeau du Cameroun, d'où justement cette idée qu'il y a un patrimoine très très diversifié, beaucoup plus large, et du fait qu'il soit vraiment difficile de parler d'un plat national. Alors, le beignet haricot bouilli, le beignet est fait à partir de la farine de blé. On a le haricot rouge sauté, qui est une plante importée au début du XXe siècle, mais c'est une plante importée qui vient se substituer à une plante locale, qui est aussi une légumineuse, le niébé, que l'on a aussi en Afrique de l'Ouest. Et on a la bouillie, qui est une préparation qui est faite à partir de la farine de maïs. Alors je pense que l'objectif, c'est justement de présenter ceci comme un patrimoine alimentaire. Et on va étudier le processus de production de ce petit déjeuner, de la plantation à la table, et montrer aussi le rôle des hommes et des femmes dans le processus de production et de consommation de ce petit déjeuner, et analyser l'engouement pour ce repas au Cameroun et en dehors de ce pays, comme une forme de globalisation des pratiques de consommation, mais aussi comme une forme de localisation des pratiques de consommation, en ce sens que les pratiques de consommation, notamment les pratiques de consommation dans les villes, vont aussi s'inspirer de la tendance globale de la restauration rapide. Donc, on va aussi le voir dans le cadre de cette présentation. Donc, on va juste proposer une petite définition conceptuelle qui porte sur le patrimoine alimentaire. Qui veut bien lire cette définition, cette proposition de définition? Oui, Anna-Maria? Le patrimoine, oui. Le patrimoine alimentaire est l'ensemble des éléments matériels et immatériels constituant les cultures alimentaires et définis par la collectivité comme un héritage partagé. Il se compose de l'ensemble des produits agricoles bruts et transformés, des savoirs et savoir-faire mobilisés pour les produire, ainsi que des techniques et objets culinaires liés à leur transformation. Ce patrimoine comprend également les savoirs et pratiques liés à la consommation et à la distribution alimentaire, marché des pays, vente à la femme. Merci, Anna-Maria. Et donc, dans cette définition qui porte sur le patrimoine alimentaire, nous allons retenir 4 mots. Et ces 4 mots-là vont structurer notre présentation. Le premier groupe de mots, c'est produits agricoles bruts et transformés. Donc, dans les produits agricoles bruts et transformés, vous avez la production dans les plantations, mais vous avez aussi des sacs de farine qui sont importés plutôt, de l'extérieur. Il y a des savoirs et savoir-faire, et là, on va beaucoup plus parler du travail des femmes, qu'il s'agisse du travail des femmes au niveau de la production agricole, ou encore de ce travail-là au niveau de la cuisine. Et aussi de la vulgarisation de ces savoirs-là. Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez beignets haricots bouillis, vous allez voir 1001 recettes de beignets haricots bouillis, dans les recettes les plus sophistiquées, disons les plus
mondialisées ou des recettes parisiennes de la diaspora africaine à Paris, aux recettes que vous allez avoir au Cameroun de personnes restées au pays. Des techniques et d'objets culinaires et des pratiques, des savoirs et des pratiques liées à la consommation. Et donc dans ces pratiques liées à la consommation, nous allons voir que puisque c'est un plat citadin, c'est un plat urbain, et c'est un plat d'origine, on pourrait dire d'origine populaire, dans les pratiques de consommation aussi, il y a une forme de nostalgie chez les consommateurs, y compris chez les consommateurs que l'on pourrait présenter comme ayant un statut social favorisé, qui, en raison de leur enfance, vont choisir d'aller s'asseoir à un endroit où il n'y a pas forcément de table, de fourchette, de plat, et de manger avec les autres, un peu comme ils l'ont fait quand ils étaient petits, quand ils allaient à l'école. Donc c'est aussi, à travers ce plat, une forme de trait d'union entre les Camerounais de différentes ethnies, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs ethnies dans le pays, mais aussi de différentes conditions économiques et sociales. Donc, en termes de méthode, on a des entretiens qui ont été faits en face à face, des discussions de groupe, des photos, et aussi, bien sûr, l'observation des pratiques, moi-même étant citadine, et moi-même étant consommatrice de beignets haricots bouillis. C'était un terrain assez faisable pour moi. Bien. Là, je vous ai parlé de cet interlocuteur qui me parlait de son enfance à Konsamba. Konsamba, c'est une ville qui est une des villes dans les années 50-60 qui attirait vraiment les Camerounais de partout. Beaucoup de personnes venaient à Konsamba parce que c'était un grand centre administratif. C'était le lieu où on pouvait avoir des emplois. C'était aussi le lieu où on avait les meilleures offres en termes d'éducation scolaire dans les lycées, dans les écoles primaires. Et donc, il y a toute une génération de Camerounais qui a été scolarisée, notamment la génération des élites camerounaises, des premières élites camerounaises, cette génération-là a été scolarisée dans la ville de Konsamba. Et donc, c'est une ville très cosmopolite. Et c'est aussi dans cette ville-là que l'on va voir naître le pidgin, en anglais. C'est cette ville-là qui va être vraiment le véhicule du pidgin au Cameroun. Et c'est dans cette ville-là aussi que l'on subodore un peu que peut-être c'est là-bas que serait née cette façon de consommer le beignet. Alors, on va continuer avec le français camerounais, le beignetaria. C'est courant d'entendre les jeunes ou les moins jeunes parler de beignetaria. Alors, quand ils parlent de beignetaria, justement, ils parlent du lieu où on fabrique et on sert des beignets. Et aujourd'hui, on peut aller au-delà du haricot, parce que parfois on propose du poisson frit, parfois on propose du poulet, etc. etc. Donc, il y a le beignetaria qui fait partie du vocabulaire camerounais. Et pour revenir à la question de l'urbanisation et de l'artisanat alimentaire, notamment du rôle des femmes, il y a un point important à souligner qui fait que les femmes soient très présentes dans cet artisanat alimentaire. C'est un peu l'histoire du secteur informel dans nos pays. Alors, après les indépendances, dans les années 60, la plupart des États vont se dire on va s'occuper de tout. Il y a l'idée de l'État-providence. Ils vont se dire on va s'occuper du secteur de la santé, du secteur de l'éducation. Et quelque part, après les indépendances, l'État est aussi le principal employeur de la plupart des citoyens. Puis, progressivement, l'État n'arrive plus à jouer son rôle de superpuissant.
il n'arrive plus à jouer son rôle de pourvoir aux besoins des gens. Et ce que l'on va constater dans les villes, c'est que les femmes vont commencer à investir dans le domaine de l'artisanat. C'est-à-dire qu'elles vont transformer les tâches qu'elles avaient l'habitude de faire à la maison, dans la sphère domestique, qui étaient des tâches qui faisaient partie de leur rôle de femme au sein de la communauté. Elles vont utiliser leur savoir-faire pour faire de l'artisanat alimentaire, bon, faire de la cuisine, vendre de la nourriture ou même faire de la couture. Donc la plupart des tâches qu'elles vont faire vont être des tâches qui se rapprochent un peu de leur travail, de leur rôle traditionnel. Et au départ, quand elles le font, l'idée c'est de subvenir aux besoins de la famille et surtout de combler le manque ou le vide que l'homme ne peut pas combler parce que son revenu est extrêmement faible et il ne peut pas, avec ce revenu faible-là, combler tous les besoins de la famille. Donc, on va voir les femmes présentes dans l'artisanat alimentaire. Et le beignet haricot, c'est vraiment l'une des activités qui est féminine, même si aujourd'hui, on voit que ça se masculinise un petit peu. On voit des hommes qui le font, mais c'est une activité qui est une activité à prédominance féminine. Ce sont les femmes qui font les beignets haricots. Donc, des plantations à la marmite, j'ai repris un peu le schéma de Dominique Desjeux, qui lui s'intéresse aux itinéraires alimentaires. Et en s'intéressant aux itinéraires alimentaires, c'est-à-dire les différents chemins qui sont pris par un produit jusqu'à ce qu'il soit consommé finalement, il voit la production, la distribution, la consommation et pour parler du développement durable, la question de la gestion des déchets. Par la suite, comment est-ce que les déchets sont traités. Alors, en nous intéressant à l'itinéraire de la filière de haricots secs, alors le haricot sec qui est une légumineuse d'origine américaine, qui a été introduit dans le Cameroun au début des années 1900, parce que comme je disais avant, il y avait une légumineuse locale qu'on appelle le niébé, que l'on peut aussi voir en Afrique de l'Ouest. Qui a les mêmes qualités en termes de protéines, les mêmes qualités nutritionnelles, qui est assez riche en protéines. Ce haricot va partir des producteurs. Alors les producteurs aussi, c'est une culture féminine. Parce que avec la colonisation, il y a eu une forme de division des rôles, ou une forme de division des plantes, des tâches dans le travail agricole. Le cacao, le café, le coton, c'était des produits masculins. C'était la culture de rente. Et cette culture de rente, bien sûr, rapportait beaucoup plus d'argent, puisque c'était exporté. Et les cultures du quotidien, les cultures vivrières, qui servaient à l'alimentation et finalement à la vie des familles, c'était des cultures féminines. Donc, quelque part, même aujourd'hui, dans la manière avec laquelle ces produits sont faits, on va voir que les femmes vont beaucoup intervenir dans les champs, dans la production du haricot. Donc, voilà le niébé, qui est le haricot local, qui est toujours là, qui existe toujours, mais qui n'est pas employé dans le cadre du beignet haricot parce que ça n'a pas la même texture, ça n'a pas le même goût que le niébé. Et le niébé aussi, pour le cuisiner comme le haricot, c'est un peu plus difficile parce que il y a beaucoup de dépôts, il n'y a pas, et puis c'est difficile à la cuisson, on n'est jamais sûr. Est-ce que c'est assez cuit, est-ce que c'est pas cuit du tout, c'est très difficile à la cuisson, c'est pour ça que le niébé est beaucoup plus utilisé pour faire des gâteaux.
parce qu'on écrase et puis on mélange avec de l'huile de palme. Pour faire des gâteaux, le niébé n'est pas vraiment cuisiné comme on peut cuisiner le haricot. Et le haricot vient principalement de la région Bamileke, à l'ouest du Cameroun. Donc il y a beaucoup de champs où on produit le haricot. Et ce haricot est conditionné dans des sacs. Ça, c'est à Bafoussam, au marché total de Bafoussam, où on voit qu'il y a un lieu de collecte de sacs de haricots. Ces sacs de haricots vont être mis dans le camion qui, en général, va aller soit à Yaoundé ou aller dans les autres pays de la sous-région Afrique centrale. Parce que le Cameroun est aussi le grenier de l'Afrique centrale, c'est-à-dire c'est là où beaucoup de productions, qu'il s'agisse de légumineuses, qu'il s'agisse de fruits, qu'il s'agisse de légumes, qui sont produits et transportés pour le Tchad, la République centrafricaine, etc. etc. Et les femmes sont aussi des revendeuses de haricots. Donc, sur les marchés, ce sont souvent les femmes qui vont revendre ce produit-là. Alors, pour ce qui est de la recette, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir plusieurs recettes. Mais on sait que pour les beignets, c'est de la farine de blé, de l'eau tiède, du sucre ou pas de sucre. On n'est pas obligé de mettre du sucre. De la levure et un peu de sel. Alors, l'une des choses qui caractérise le beignet haricot bouilli, c'est que ce soit pour les beignets, ou que ce soit pour le haricot ou pour la bouillie, ce sont des plats où le temps de préparation est au moins de 12 heures. Donc ça prend du temps. Donc pour avoir le beignet haricot le lendemain, on le prépare la veille en fait. Parce qu'il faut préparer la farine, il faut qu'elle se repose, qu'elle monte bien. Le haricot, on demande de tremper le haricot dans de l'eau, qu'il se repose, qu'il prenne de l'eau avant d'être soumis à la cuisson. Donc c'est un travail manuel qui est assez long. Et c'est un travail de femme. Alors, qui veut lire cette citation sur le végétariat qui nous vient d'un de nos interlocuteurs? Oui. Tu peux manger là-bas comme chez toi. On retrouve parfois des hommes avec des cravates desserrées pour mieux manger. On aime observer comment la maman met la pâte des beignets au feu, ce qui met déjà l'eau à la bouche de voir son beignet cuire, et servir dans les petits plats en plastique et tout. Donc, quelque part, on parle de restauration rapide, mais en fait, le beignet haricot, c'est un plat qui permet au consommateur de voir réellement ce qui se passe devant lui, parce que c'est fait devant lui. Et il y a tout un art, n'est-ce pas, comme sur la photo, cet art qui consiste à mettre des beignets dans de l'eau, dans de l'huile. Donc c'est tout un apprentissage. Alors quand ils disent des petits plats en plastique et tout, là par exemple, vous avez des lieux de consommation où vous avez justement ces petits plats en plastique. Parce que certains vous disent qu'ils aiment bien manger à ces endroits-là où il y a des petits plats en plastique, parce qu'à la maison, pour les citer, ça n'a plus de goût. C'est-à-dire le fait de manger à la maison dans un plat avec des fourchettes, ça n'a plus de goût que de s'asseoir comme ça, de discuter avec des gens. Et là, il y a Francis Ganou, je ne sais pas ceux qui s'intéressent à la lutte WBA, donc il a été un Camerounais qui a été champion du monde de WBA et qui est honoré par Marvel comme un des héros. En fait, il y a une distinction honorifique qui est donnée par Marvel. Il fait partie des héros honorifiques de Marvel. Et cette photo de lui assis dans son quartier où il était a beaucoup fait le tour des réseaux sociaux. Et là, justement, on a la recette du haricot. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas des haricots qui sont déjà conditionnés, comme on voit ici dans des boîtes presque pré-cuites ou même presque cuites. C'est vraiment le haricot qui vient du champ.
qui est sec, et donc il faut déjà le ramollir. Donc tout ce temps de ramollissement là, c'est un temps assez long. Tout comme la recette de la bouillie, c'est une bouillie c'est aussi une recette longue parce qu'il faut avoir des grains de maïs trempés pendant 4 à 5 jours, etc. Donc ça, c'est la recette traditionnelle. Mais maintenant, il y a des propositions qui sont faites où justement on a des préparations prêtes à être faites et prêtes à être consommées. Et de plus en plus, cela, dans les contextes urbains, bien sûr, où il n'y a pas le temps, c'est proposé. Sauf qu'il se pose la question de la quantité. Quand vous allez dans un marché, on ne vous sert pas au kilo, ça n'existe pas. Ce sont des cuvettes, un peu comme vous voyez la dame, cette dame-ci. On vous sert, vous avez des cuvettes, et puis vous achetez en fonction, soit vous voulez une grande bassine, soit vous voulez une petite bassine, soit vous voulez une petite cuvette. C'est pas 1 kg de. Vous voyez, c'est pas 1 kg de. Et donc, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des propositions et qu'il y a des personnes qui commencent à se tourner vers ces propositions-là, notamment pour l'alimentation des enfants, parce que c'est pratique pour les petits-enfants, parce qu'on leur donne aussi de la bouillie de maïs, ça s'appelle de la bouillie enrichie, mais on leur donne cela. Et parfois, elles le font pour les enfants, parce qu'elles se disent que les enfants sont tout petits, et donc c'est sûr qu'au niveau de l'hygiène, des conditions, c'est bien propre, donc ça va, et elles n'ont pas de soucis à se faire. Mais si c'est pour des familles où la moyenne d'enfants quand même par famille est au moins de 4,5 dans les villes, acheter au kilo, ça peut sembler beaucoup plus cher. Donc c'est toujours préférable de recourir à l'ancienne méthode qui consiste à aller sur le marché, à acheter sa quantité de maïs et peut-être à utiliser le week-end à s'occuper de tout ça. Donc, les gens aiment bien ces lieux parce qu'ils préfèrent, ils disent que ce lieu a un impact sur le goût, c'est-à-dire de consommer comme ça. Cela a un impact sur le goût qui est beaucoup plus agréable que s'ils se retrouvaient à la maison, parce qu'à la maison aussi on peut le faire, c'est-à-dire les beignets haricots, ça peut aussi se faire à la maison. Mais la convivialité, la rencontre avec les autres, les discussions que l'on peut avoir dans ce type de cadre, on ne l'a pas forcément à la maison. Alors, cette citation sur le beignet haricot comme élément fédérateur, volontaire, Joseph. Oui. Une vendeuse de beignets haricots bouillis déclare: c'est le menu de tous. Que l'on soit riche ou moins nanti, on l'a mangé au moins une fois au beignet haricots bouillis. C'est le menu le plus fédérateur camerounais, le plus consommé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oui, c'est-à-dire pour mettre justement en évidence ce caractère national et justement le fait que s'il m'était demandé de présenter un plat national, je présenterais lui qu'un autre plat. Parce qu'en présentant un autre plat, c'est comme si je privilégiais une région de mon pays au détriment d'un autre. Alors qu'en le présentant, tout le monde se reconnaît dans ce plat. Alors là, on va s'intéresser justement à la globalisation des pratiques alimentaires. Alors dans globalisation, on a le global. Et le local. Alors, ce qui est local ici, c'est le beignet haricot. Et maintenant, la tendance globale, c'est de voir comment est-ce que on va présenter ce beignet haricot en utilisant des techniques, en utilisant des manières que l'on a vues par ailleurs. On a la chaîne Chop et Yamo, que je vais vous expliquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Et Chop et Yamo, c'est une chaîne de restauration qui a ouvert pour la première fois dans les années 2015
Et le promoteur de cette chaîne de restauration propose du beignet haricot, mais sous le modèle de grandes chaînes de restauration rapide que l'on peut avoir partout dans le monde. Malgré cela, on voit que justement dans le nom qu'il donne à sa chaîne de restauration, il y a le désir d'affirmer son identité camerounaise, Chop et Amo, parce que c'est une façon de s'exprimer qui rend compte de l'influence linguistique au Cameroun. On va y revenir dans la suite. Alors, cette chaîne de restauration rapide a été présentée dans des journaux comme Jeune Afrique, dans des journaux comme Le Monde, notamment Le Monde Afrique. Et on voit que justement c'est une idée du fast-food, mais une idée du fast-food à la camerounaise. Alors, le concept Chop et Amo, Chop, c'est un concept comme franc-anglais, parce qu'au Cameroun, on a deux langues nationales. On a deux langues officielles plutôt, on a le français et l'anglais. Et à l'interstice du français et de l'anglais, on a le pidgin anglais camerounais. Et donc, en pidgin, chop veut dire manger. Et qui est français, conjonction de coordination. Et yamo qui veut dire aimer, apprécier, déguster. Donc, le promoteur justement de cette chaîne de restauration emploie des mots qui font sens dans le jargon urbain camerounais pour faire la promotion de ces produits, mais aussi pour montrer l'origine populaire de ce produit-là et l'origine jeune de ce produit-là, parce que ce langage-là aussi, c'est le langage des jeunes. Là, on a quelques exemples de plats, de présentation de plats dans la chaîne Chop et Amo. Vous avez le menu, et parfois même dans son menu, vous avez des morceaux de poulet, vous avez de la salade de fruits, vous avez du jus de Jara, en fait c'est du jus d'oseille. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont présentées à travers ces différents menus-là, et il y a tout un lexique pour ces différents plats, parce que dans la manière avec laquelle les plats sont nommés, on a aussi besoin de descriptifs à l'intérieur pour savoir de quoi il s'agit effectivement. Après avoir parlé justement de la localisation, on peut parler de la globalisation, parce que ce plat aujourd'hui se retrouve un peu partout et se retrouve aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et on voit comment est-ce que justement la diaspora va exporter cette nourriture où elle est, où elle vit, parce qu'en général, quand on lit les témoignages qui sont sur les réseaux sociaux, il y a toujours cette idée selon laquelle ça leur rappelle leur enfance dans tel quartier, quand ils étaient au lycée, quand ils étaient à l'école. Et cette idée justement de penser la proximité avec toutes les couches sociales à travers ce plat et de reconnaître l'origine populaire de ce petit déjeuner, même si à Chop et Amo, bien sûr, les prix sont différents. Les prix ne sont pas les mêmes. Je pense que Maï me disait que c'était très différent les prix. C'était très différent les prix quand on était à Chop et Amo ou quand on allait chez la maman du quartier pour se restaurer. Mais toujours est-il que dans cette formulation du Chop et Amo, il veut conquérir le marché africain parce qu'il a quelques enseignes à Abidjan, en Afrique de l'Ouest. Et dans son projet, il veut vraiment conquérir le marché africain avec les beignets haricots bouillis. Donc, le beignet haricot bouilli, justement, on peut dire du beignet haricot bouilli qu'il est bon à manger et à penser, parce que, quelque part, ce plat parle d'identité urbaine, et peut-être d'identité nationale,
dans un pays où il y a plusieurs raisons de fractures, que ce soit des fractures liées à la multiplicité des ethnies, que ce soit des fractures liées aux inégalités sociales, notamment les inégalités socio-économiques. Et on peut voir aussi dans la consommation de ces beignets haricots bouillis, le travail des femmes et des hommes et une sorte de division du travail au sein de la société qui obéit justement à une certaine temporalité, comme je disais tout à l'heure, le fait que certains travaux soient considérés comme étant des travaux féminins et que ces travaux, si au départ c'était des travaux féminins, des travaux domestiques qui visaient juste le bien-être de la famille, sont progressivement devenus des travaux à but commercial au moment des difficultés économiques que rencontrait le pays. Et donc on a à travers ces beignets haricots un partage des savoirs et des savoir-faire dans un contexte de globalisation. Et le beignet haricot aussi, ça permet de clore. J'ai découvert qu'il y avait des compilations beignets haricots, justement, qui étaient constituées des différents artistes que vous voyez là. BHB, c'est en affiché BHB, beignet haricots. Donc voilà ce que je voulais dire du beignet haricot. Donc je vous remercie de votre attention. Et voilà, je vous remercie. Merci Estelle. Alors dans la tradition middleburyenne, j'invite les étudiants à poser les premières questions. Oui, plein de questions. Est-ce que vous avez parlé des hommes et des femmes? Oui. Mais je me demande si, tous les gens, tous les ouvriers du lieu, soit les profs, les gens de société, ou bien les, je sais pas, les pompiers, n'importe qui dans la rue, tout le monde se retrouve au Au bénétariat? Ouais. Oui. Les enfants qui vont à l'école. Oui, oui. Okay. Ce qui se passe, c'est que dans les observations que j'ai faites, il y a plusieurs moments de la journée. C'est-à-dire très tôt le matin, vous allez avoir des enfants qui vont à l'école, ou bien des parents qui accompagnent leurs enfants qui vont à l'école, qui vont venir prendre des beignets vers 7 heures. Ça veut dire qu'elles se lèvent très tôt, ces femmes, pour les faire, vers 7h, 7h30. Après, vers 8h, 8h30, vous avez des personnes qui travaillent aux alentours. Donc, vous allez avoir des femmes qui, avant d'arriver dans leur bureau, vont d'abord s'asseoir là, prendre leur petit déjeuner avant d'aller au bureau. Et les samedis, les bénétariats ouvrent un peu plus tard parce que le samedi, les gens se réveillent un peu plus tard, les écoliers ne vont pas à l'école. Et donc parfois, ça va être vers 9h, 8h que vous allez voir des gens qui s'asseyent et qui prennent des beignets haricots. Donc il y a comme une sorte d'agencement dans le temps. Ouais. Tout le monde ne se retrouve pas toujours en même temps aux beignets haricots en semaine, parce que justement, selon les occupations professionnelles des uns et des autres, parfois c'est nécessaire d'être là beaucoup plus tôt. Et puis d'autres personnes, justement, préfèrent garder ce repas comme leur petit plaisir du week-end. Parce que ça se déguste, il faut prendre du temps, c'est pas quelque chose qu'on mange en étant pressé. Oui. Et ça se mange pas de tout pendant le déjeuner ou le dîner? Ah oui, mais ça se retrouve partout maintenant, justement. Parfois, ce petit plat du petit déjeuner, parfois vous avez des grandes manifestations, des grandes fêtes, où les gens te demandent d'avoir ça au menu, quoi. Ils veulent avoir ça au menu. C'est vraiment voilà. Du cœur, quoi. Voilà, ça vient du cœur. Effectivement, ça vient du cœur. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, les gens, quand ils ont ça au menu, ça ne veut pas forcément dire que pour eux, c'est le plat principal qu'ils vont prendre, mais ils vont quand même en mettre un peu
un peu de beignets, un peu de haricots dans le plat. Donc oui, parfois les gens... Et ça, c'est dans les hôtels les plus huppés, voilà. Sauf que là, le prix, bien sûr, c'est plus le même. Et qu'il vaut mieux manger dans son quartier, chez la maman qu'on connaît bien. Oui. Est-ce que dans la chaîne Chop et Yamo, ils continuent de cuisiner le beignet haricot bouilli de la même façon que ça se fait dans la rue, ou ils ont procédé de façon plus industrielle? Très, très important. Très, très important comme question. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans la rue, on ne met pas de vanille, de sucre vanillé. Alors qu'à Chop et Yamo, je sens un goût de vanille. Ouais, c'est vrai, c'est déjà un peu industriel. Oui. Alors, même si le Chop et Yamo reflète la culture de la jeunesse, est-ce qu'il y a le danger que les endroits de famille vont disparaître, par exemple? Très très bonne question. Non, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger parce que d'ailleurs les jeunes que j'ai interrogés me disaient c'est bien Chop et Yamo quand tu veux entendre. Tu sais, au Cameroun, on a une manière de dire quand tu veux entendre. En français, on dit péter plus haut que son C. Vous voyez? Donc, de temps en temps, si tu veux faire ton élégant, style, classe, tu t'assois à Chop et Yamo. On te sert 6 beignets, alors que au quartier, pour le même prix, tu aurais un peu plus. Tu prends ta cuillère, ta fourchette, oui, très bien. Mais ils sont à fond dans les bénitariats, en fait. Ils sont à fond. Mais même s'ils en sont très fiers de Chop et Yamo, parce que au niveau artistique, de la décoration, du langage qu'il emploie, c'est très agréable, quoi. Mais voilà, il y a eu foot tout à l'heure. Parfois, après le foot, les gens s'en vont dans les bénitariats aussi. Donc voilà, quoi. Et c'est pas Chop et Yamo qui s'en vont. Oui, Maëlle. Oui, merci pour votre présentation. Ma question, c'est que je me suis demandé si là aussi le beignet haricot dans les autres pays voisins du Cameroun, et si ça c'est le cas, qu'est-ce qui distingue le beignet du Cameroun du beignet des autres pays? Ah, très bonne question. Moi, j'ai fait quelques pays de la sous-région. Quand je suis allée au Tchad, j'ai constaté que la personne qui le faisait, c'était une Camerounaise. Qui venait de l'extrême nord du Cameroun, où je vous ai montré la nuée, c'était une Camerounaise qui le faisait. Quand je suis allée à Brazzaville cette année, il y avait des beignets, mais il n'y avait pas de haricots avec. Elle faisait des beignets qu'on pouvait accompagner de sauce pimentée, mais elle ne proposait pas de haricots. Et j'ai eu une discussion avec un Congolais de Brazzaville qui est à Yaoundé actuellement, et il me disait justement que la chose qui l'avait vraiment marqué agréablement, c'était le beignet haricot. Il disait cette combinaison-là, voilà, il ne connaissait pas cette combinaison-là avant d'arriver au Cameroun. Donc, c'est clair que, bon, avec YouTube, avec Chop et Yamo qui va être à Abidjan, qui est même déjà à Abidjan, ça va arriver, bien sûr, que ça va être fait par des personnes qui ne sont pas camerounaises, comme pour toute recette et comme pour tout bien de consommation culturelle, qui naît à un endroit et qui se retrouve à un autre transformé à partir des savoir-faire locaux aussi, quoi, parce que peut-être qu'en Côte d'Ivoire, il va avoir une touche que nous, on n'a pas au Cameroun, et peut-être c'est là qu'on pourra faire des distinctions. Mais les fois où j'ai vu ça dans les pays de la sous-région, parfois c'était des Camerounaises. Comme même au Gabon, ce sont des Camerounaises qui le font. Oui, je me demandais si le prix depuis les années 50, il reste à peu près fixe pour que ce soit accessible à tout le monde, ou si il a augmenté et ça pourrait devenir une question de...
Oui. un enjeu en fait. Oui, pour certaines c'est vrai personnes. qu'il a augmenté. Je me souviens que quand j'étais à l'école primaire, on pouvait avoir des beignets à 5 francs, ce qui est vraiment rien, quoi. C'est peut-être 1 centime, c'est vraiment rien. Et qu'aujourd'hui, il faut avoir au moins 25 francs pour avoir des beignets dont le prix a effectivement augmenté. Mais si on réfléchit en termes de proportion, d'augmentation par rapport aux autres produits, il reste toujours moins cher par rapport aux autres produits. Même si parfois la pression due au prix, la pression due au coût des matières premières, comme la farine, l'huile, etc., peut faire que la taille des beignets se rétrécit. C'est-à-dire que vous avez le même prix, mais la taille a rétréci. Voilà. Mais bon, on ne change pas. Ouais. Oui, Yasmine? Merci beaucoup Estelle de cette présentation édifiante. Oui. J'ai reconnu beaucoup de choses de chez moi. Mais ma question c'est dans le Chopeyamo. Est-ce qu'il y a un peu d'espagnol dans le yamo? Non. De portugais? Pas du tout. C'est du français? Non, c'est une langue camerounaise du littoral du Cameroun, le Douala, où yamo, ça peut être utilisé pour dire tu me plais. Donc ça peut être un mot d'amour pour dire tu me plais. Ça peut être aussi un mot d'appréciation, tu es agréable, etc. etc. Donc le yamo, c'est un mot, c'est une formule, c'est un mot camerounais de la région du littoral du Cameroun. C'est un mot sawa, de la région du littoral du Cameroun. En fait, la région qui donne sur l'océan Atlantique. Ouais. Oui, Michael? Merci Steph pour la belle présentation, j'ai appris plein de choses. J'avais juste une question, est-ce qu'on est assez puriste avec, avec la recette ou est-ce qu'on voit des gens qui expérimentent en ajoutant des saveurs à des beignets puis, Oui, il y en a qui... il y en a qui mettent du lait. Notamment dans la diaspora, j'ai vu des recettes de personnes qui mettaient du lait. Mais c'est bien pour, oui, si les papilles gustatives sont habituées au lait, mais vraiment la recette simple, c'est vraiment la farine, de l'eau tiède pour que ça prenne, la levure. Et je comprends que la recette soit aussi simple, parce que si vous y mettez du lait, ça devient cher, quoi. Vous ne pouvez plus vendre un beignet à 25 francs. Donc le goût originel, c'est sans lait. Sans sucre vanillé, sans vanille, c'est... Voilà. Où est-ce qu'on peut le goûter près d'ici? Là, on a Très bonne question. Il n'y a plus l'atelier cuisine. Vas-y Estelle. N'est-ce pas? N'est-ce pas pendant 12 heures? Ouais. Pour faire lever la pâte. Oui, mais je me dis peut-être que ce que j'ai vu, c'est que dans les grandes métropoles comme Montréal, New York, je suis sûre que si vous allez dans un restaurant africain, parce que j'ai vu parfois des restaurants qui disaient afro-fusion, afro, c'est possible que vous l'ayez sur la huile. Voilà, à Harlem. Voilà. C'est possible que vous l'ayez. Au nord. C'est possible que vous l'ayez. Il faut aller au... Qu'est-ce qu'il y a? Au nord de la 125e rue à Harlem. Oui. Oui, donc c'est possible. Si vous êtes à Montréal aussi, je suis sûre que vous pouvez en trouver. Oui. Quel jour de la semaine est-ce que vous mangez cela dans ta famille? Le samedi. Et est-ce que tes enfants aiment ça? Ah, ils adorent. C'est le samedi parce qu'on a le temps le samedi de s'asseoir ensemble. Oui, Tiffany? Oui, c'est le samedi. Oui, Barbara? Tu le fais toi-même? Oui, je le fais, mais parfois. Oui, je le fais, mais
ce qui se passe, c'est que j'aime bien le samedi prendre mon temps avec les enfants, non pas de cuisine, rien. On achète et on mange à la maison. Tu achètes en gros? Oui, oui, j'achète pour la famille. Et c'est vrai que parfois on peut aller à Chopeyamo aussi, parfois. Mais j'aime bien acheter dans le quartier où je suis. Voilà, j'aime bien acheter dans le quartier où je suis. Oui. Combien de beignets que vous allez acheter pour chaque personne? Voilà, très bien, très bonne question. Alors quand j'achète en famille, j'achète en moyenne pour chaque personne, en moyenne 4 beignets. Parce qu'après, s'il y a des restes, ça va, pas plus. Parce que dans ma famille, on est combien? On est 4 adultes, 2 enfants. Donc, en moyenne, 4 beignets. Si les enfants ils ne finissent pas, bien sûr, après, ils peuvent le prendre au goûter aussi. Donc, ça peut se prendre en matinée, ça peut se prendre au goûter. Et donc, c'est aussi pour cela que l'on peut comprendre pourquoi est-ce que, pour revenir à la question de Florian, cela a augmenté, mais proportionnellement aux autres produits, ça n'a pas vraiment augmenté. Ça n'a pas vraiment augmenté par rapport au niveau de vie. Parce que quand les gens achètent pour la famille, c'est en grande quantité. Puisqu'il faut un minimum de 3 à 4 beignets. Et comme je disais, dans la ville, les familles moyennes, en général, c'est à partir de 4-5 enfants. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Oui. Vous avez présenté beaucoup cette recette-là dans un contexte urbain, mais est-ce qu'on le retrouve de plus en plus dans un contexte rural? Oui, mais dans le contexte rural, il suit un peu les chaînes du contexte urbain, puisqu'il est venu de la ville. Et parfois, dans le contexte rural, vous avez des personnes qui ont vécu en ville et qui, pour une ou une autre raison, se retrouvent au village. Dans les villages aussi, vous avez des bénétariats. Mais en général, ce que j'ai constaté dans les villages, c'est que ces bénétariats-là ne sont pas à l'intérieur des villages, mais ils sont souvent en bordure de route. Donc, il y a toujours cette idée de l'urbanité, il y a toujours cette idée de la modernité un peu, quoi. C'est pas forcément à l'intérieur du village qu'on va les trouver, mais on va trouver cela en bordure de route, dans les marchés qui sont en bordure de route. Et donc, du coup, c'est peut-être pour les gens du village, mais c'est aussi pour des personnes qui seraient de passage à ces endroits-là. Oui, Camille? Merci, ça va être et je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi tu as pris ce sujet? Est-ce que c'était pour la conférence ici? Et est-ce que tu vas continuer à creuser? Est-ce qu'il y a un projet derrière ça ou c'était vraiment pour cette soirée? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est qu'il y a une thématique que j'enseigne aussi sur identité et mondialisation dans mon université. Et dans cette thématique de identité et mondialisation, c'est un cours que je fais à des étudiants qui se préparent pour les sciences du marketing. Et dans ce cours-là, il y a une partie qui concerne la culture, puisque j'y interviens comme anthropologue, et la question de la mondialisation. Et il y a toujours ce débat sur est-ce qu'on s'oriente tous vers une même culture ou est-ce que c'est beaucoup plus éclaté, ou il y a encore des questions beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus graves, qui est par exemple de dire est-ce que parce que nous sommes dans des pays en voie de développement, nous allons nous faire bouffer par toute cette culture occidentale qui nous arrive par les médias, etc. Et dans ce cadre-là, j'ai commencé à réfléchir sur le beignet haricot, et à partir justement de ce restaurant Chopeyamo qui utilisait les schémas de fast-food pour proposer des produits ordinaires, des produits locaux. Donc à partir de cela, l'objectif c'était justement de montrer aux étudiants que
dans le processus de globalisation, il y a quelque chose à donner et quelque chose à recevoir. Et que autant on pourrait parler d'une superpuissance qui impose un certain nombre de choses au niveau des façons de consommer, mais autant on voit comment le beignet haricot, en tant que plat identitaire, amène des gens à s'affirmer à partir de ce qu'ils disent être, de ce qu'ils sont, et comment est-ce qu'ils veulent conquérir le monde. Et alors comment est-ce qu'ils conquièrent le monde à partir de ce plat qui au départ est d'abord pensé comme un plat de débrouillardise, un plat, et on voit avec Chopeyamo que ce n'est pas seulement de la débrouillardise, que ce sont les affaires, il faut gagner, il faut se répandre un peu partout, et voilà quoi. Donc en fait c'est ça. Et cette idée du beignet haricot bouilli que j'ai voulu partager avec vous, c'est aussi parce que c'est quelque chose d'ordinaire, quoi. Quelqu'un qui vient au Cameroun sait qu'il y a le beignet haricot, et sait que voilà, ça fait partie de quelque chose qu'il va voir dans les villes. Et j'étais un peu surprise justement, même dans mes recherches, d'où ta question, que je comprends très bien, même dans les recherches bibliographiques, académiques, de ne pas voir grand-chose de publier sur ça. Je vois des choses sur le patrimoine alimentaire, sur la commodification, sur un certain... Mais j'ai pas vu grand-chose. Et j'étais surprise d'ailleurs de ne pas voir grand-chose parce que, bon, je le faisais, mais quand je le faisais avec les étudiants, c'était comme une illustration de quelque chose, quoi. Pour moi, c'était qu'ils partent de leur contexte de vie et qu'ils prennent ce cas-là comme un exemple pour illustrer ce dont on discutait avec les théories et les concepts. Et en faisant des recherches, en étant ici à Middlebury, avec tous les moteurs de recherche disponibles, et que je ne découvre pas ça même en anglais, voilà, ça m'a permis de comprendre que oui, il y a quelque chose qui peut aller au-delà d'un travail de pédagogie pour vraiment creuser un peu plus loin. Donc on va s'attendre à un article de quoi? Ah oui, il y a des chances. C'est vrai qu'en plus, mes discussions middleburyiennes finissent en article. Oui. Bah, vous avez décrit les beignets comme un phénomène culturel, quoi. Est-ce que c'était comme ça depuis le début? Ou est-ce qu'il y a une résistance, que c'est pas traditionnel, que c'est quoi ça? Oh, bonne question. La seule chose, peut-être, c'est le blé qui est importé. Mais l'idée de la céréale est présente. Parce que, avant l'importation du blé, qui vient avec la colonisation, il y a des céréales locales, comme le mil, le sorgho. Et après, on va vous parler de plusieurs types de sorgho. Le sorgho blanc, le sorgho rouge. Donc, il y a une culture de céréales. Donc, la chose qui est importée dans tout le processus, c'est le blé. C'est la farine de blé. Et il n'y a pas une idée de, comment dire, il n'y a pas une idée d'imposition d'une culture parce que avant que le mil, la farine de blé n'arrive, il y avait déjà des façons de cuisiner des beignets. Je le disais, je montrais tout à l'heure le niébé. On peut faire des beignets de niébé. On peut aussi en faire des beignets. Donc parfois, si vous tapez, on va vous dire beignet de haricots. Ce qui est différent du beignet haricot. Et dans ces beignets de haricots, c'est le haricot blanc que vous avez vu sur la présentation qui est utilisé pour le faire. Dans l'idée du beignet, c'est une idée qui est présente. Maintenant, c'est le blé. Alors le blé a sûrement été apprécié en raison peut-être de sa texture qui est quand même différente de celle du niébé et aussi de son goût un peu plus neutre
que l'on peut accommoder d'autres choses. Alors que quand on fait des beignets de haricots, en général, on les accompagne de bâtons de manioc. Donc, le manioc qui est aussi une tubercule que l'on peut transformer de plusieurs façons et qui est arrivé et s'est substitué à d'autres tubercules et qui est devenu parfois dans certaines communautés un plat traditionnel. Et donc c'est très intéressant votre question parce que finalement ça pose celle de la tradition. Qu'est-ce qui est traditionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. quoi. Et ça montre aussi à travers le beignet haricot comment est-ce que la tradition se construit au fil des années à partir de ce que l'on a déjà. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est déjà là, il y a une ressource qui est là, il y a une manière de faire qui est là. Et quand une information vient de l'extérieur, les gens vont utiliser les savoir-faire dont ils disposent déjà pour pouvoir accommoder cette information-là. Et soyez tranquilles, tout n'est pas accepté. C'est-à-dire il y a aussi des biens qui ne sont jamais adoptés. Je vais prendre le cas d'un projet au Cameroun. Il y avait un moment, on disait, on va faire la vulgarisation du soja. Et dans le projet de vulgarisation du soja, c'était de dire qu'on pouvait utiliser le soja pour faire certains plats, comme des plats à base de niébé. Parce que bien sûr, les nutritionnistes disaient que ça a la même texture, ça a la même consistance et que ça a le même goût. Mais ça, par exemple, ça a échoué. Donc ça veut dire que quand quelque chose marche, ça veut dire qu'en général, cette chose-là retrouve quelque chose en interne qui ressemble. Donc quand c'est très étranger, ça va être très difficile que ça marche. Oui, Agnès. Vous avez dit que dans votre famille, vous mangez les haricots beignets le samedi et que vos enfants aiment beaucoup. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est un repas qui est assez quotidien que spécial pour les différentes familles ou... Ça dépend des familles, mais c'est-à-dire, parfois dans les familles, vous avez des sortes de routines. On sait par exemple que le samedi, c'est beignet haricots. C'est-à-dire, c'est dans l'agenda, c'est le repas du samedi. Et ce qui fait que si par exemple, il m'arrive de ne pas le faire le samedi, ma fille me rappelle que, elle va me dire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de beignet. Pourtant, c'est juste, voilà, c'est juste ce samedi-là. Donc, les gens, notamment en ville, pour prendre leur temps, ils préfèrent le faire soit le samedi, soit le dimanche matin, parce que tout le monde est à la maison et on peut prendre son temps. Mais en semaine, on peut voir aussi des personnes, des adultes qui individuellement vont choisir de s'asseoir un peu, de manger avant d'aller travailler, par exemple. Merci beaucoup.